Bonjour à tous, j'ai traduit cet ouvrage, The New Social Order, A Study of Post-War Reconstruction, de Meredith Atkinson, que j'ai traduit par Nouvel Ordre Social, une étude de la reconstruction d'après-guerre, qui date de 1919. Et c'était une époque où on n'employait pas encore le terme de nouvel ordre mondial, sauf petite exception, celle de Samuel Zane Batten, qui date aussi de 1919, juste un petit peu après, et il me semble avant H.G. Wells. Bref, vous allez trouver des choses extrêmement intéressantes. C'est pour ça que je vous l'ai traduit. Donc, je vous mets le lien dans la description. Vous pouvez l'acheter en librairie, n'importe quelle plateforme, et l'avoir soit en version papier, soit en PDF. Je vous lis le sommaire, qui est intéressant déjà. Partie 1, la némésis de l'histoire. Chapitre 1, l'incubus historique, les débris des âges, némésis dans l'évolution. Chapitre 2, nationalisme et impérialisme, liberté nationale et politique impériale, impérialisme et race soumise. Chapitre 3, la pathologie de la démocratie, progrès dans le gouvernement, parlement et politiciens, règles amateurs. Chapitre 4, propriété privée et services social, la distribution de la richesse, l'éthique de la propriété privée, l'intérêt personnel et le service social. Chapitre 5, l'agitation industrielle et les besoins des travailleurs, cause de l'agitation industrielle, syndicalisme et industrialisme. Les conditions sont différentes en Australie, entre guillemets. Parce que oui, ça parle aussi de tout le Commonwealth, c'est le nouvel ordre social aussi que voulait imposer à l'époque le Royaume-Uni à tout le Commonwealth, dont faisait partie l'Australie. Dont fait toujours partie l'Australie d'ailleurs. Chapitre 6, la guerre des classes. Y a-t-il une guerre des classes? La guerre des classes comme doctrine. Guerre des classes et tyrannie. Ensuite, bibliographie. Partie 2, les forces d'unité et de progrès. Chapitre 7, unité dans l'histoire. Chapitre 8, mouvement politique et économique vers l'unité, déjà à l'époque. Chapitre 9, normes de progrès. Chapitre 10, principes de croissance et d'unité. Tiens, unité humaine comme but progressif. Eh oui. Chapitre 11, l'État et l'unité humaine. Bibliographie 2. Ensuite, partie 3, une nouvelle ère en éducation. Chapitre 12, éducation vraie et fausse. Chapitre 13, éducation pour la citoyenneté. Chapitre 14, éducation scientifique et culturelle. Chapitre 15, éducation scientifique et technique. Chapitre 16, un programme de reconstruction éducative. Partie 4, le problème international. Chapitre 17, le problème exposé. Chapitre 18, la société des nations, qui est dans le fond, en petite parenthèse, le premier mouvement officialisé vers une unité mondiale. Chapitre 19, quelques difficultés et dangers. Partie 5, commerce et finances d'après-guerre. Chapitre 20, le commerce mondial. Chapitre 21, finances, fiscalité et le peuple. Partie 6, perspective industrielle. Chapitre 22, le niveau de vie. Chapitre 23, sécurité et statut. Chapitre 24, forme de contrôle industriel. Chapitre 25, vers la démocratie industrielle. Partie 7, l'Empire britannique et le Nouvel Ordre. Alors, il n'y a pas mondial, il y a juste Nouvel Ordre. C'était le Nouvel Ordre du Commonwealth, déjà. Chapitre 26, le commerce de l'Empire. Chapitre 27, l'Australie et le Nouvel Horizon. 28, le gouvernement de l'Empire. Et bibliographie 6. Nous commençons. J'espère que vous apprécierez la traduction. Préface. Ce livre est basé sur de nombreuses conférences que j'ai données sur les problèmes d'après-guerre et la reconstruction dans divers États d'Australie. Des portions de ce texte ont également été publiées dans une série d'articles écrits pour Stead's Review et le Melbourne Daily Herald. Je remercie les éditeurs de ces revues pour leur aimable autorisation de réimprimer des extraits des articles. Le livre lui-même, cependant, a été principalement conçu et écrit pour fournir aux étudiants de l'Association éducative des travailleurs à travers le Commonwealth un manuel qu'ils peuvent utiliser commodément dans leur classe de tutorat. Sans un tel livre, je n'aurais pas eu l'ambition d'essayer de couvrir un domaine aussi vaste. Néanmoins, quels que soient les défauts de l'ouvrage, je suis de plus en plus conscient de la nécessité d'un traitement unifié de ce sujet. Une grande partie de la masse considérable de la littérature sur la reconstruction entre guillemets souffre d'un manque d'unité et d'ouverture d'esprit, ce que j'ai essayé d'éviter dans le présent travail. Maintenant que la victoire est acquise pour l'Alliance des Nations libres, un nouvel ordre social devient possible, si les principes pour lesquels elles ont combattu sur le champ de bataille sont traduits dans les politiques de la paix. Un livre couvrant un champ aussi vaste et discutant de problèmes si controversés ne peut échapper à une critique acerbe de tous les points de vue défendus par n'importe quelle section de la communauté.
Je réclamerai simplement que la reconstruction d'après-guerre ne signifiera rien du tout à moins qu'elle ne soit fondée sur une critique solide de l'ordre existant et une détermination à chercher des solutions conformes aux principes de l'humanité élargie. Je tiens à remercier blablabla pour leur aide inestimable. Je suis également redevable de nombreux amis à mon public dans les diverses villes pour leurs critiques et suggestions utiles. Meredith Atkinson, Université de Melbourne, janvier 1919. Partie 1. La némésis de l'histoire. Chapitre 1. L'incubus historique. Les débris des âges. Bien que la plupart d'entre nous soient convaincus que la responsabilité immédiate de la guerre actuelle repose de loin la plus lourdement sur l'Allemagne, nous devons convenir que la guerre est néanmoins la culmination d'un long processus historique, rendu possible uniquement par des défauts fondamentaux de la nature humaine, opérant à travers la société et aggravés par des conditions matérielles. Nous entendons beaucoup aujourd'hui parler de la conquête de la nature par l'homme, une phrase dans laquelle on lit trop souvent. Il est vrai que les premières guerres étaient principalement dues à la faim et à d'autres formes de pression économique, et que la plupart de ces incitations rudimentaires au conflit humain ont été supprimées. Mais l'homme n'a pas encore suffisamment conquis les pouvoirs matériels de la nature pour garantir à chaque individu dans la société les conditions minimales d'existence. Il n'a pas non plus fait de grands progrès dans la conquête de sa propre nature, et il lutte encore dans la bataille des âges entre le bien et le mal, s'efforçant d'incarner le bien dans des institutions et des pratiques sociales. Dans le domaine moral, le plus grand avancement de l'homme a été la reconnaissance de l'unité de toute l'humanité, d'abord exprimée par le christianisme, mais pas pleinement formulée comme un objectif politique avant la Révolution française. À la suite de l'analyse du XVIIIe siècle de la société et de ses fonctions, et poussée par la force terrible de l'âge des machines, l'effort humain est maintenant consciemment dirigé vers la réalisation d'un état de plus grande liberté, d'éclairage et de bonheur pour chaque individu. Cependant, avant le renouveau de cette grande idée sociale, il s'était progressivement ancré dans les institutions et les idées humaines une accumulation d'erreurs et d'injustices qui explique en grande partie l'état actuel du monde. Nous acceptons la théorie moderne de l'évolution historique de l'homme, passant de la sauvagerie primitive à l'état civilisé. Dans la période primitive, des choses aujourd'hui reconnues comme absolument mauvaises, telles que l'esclavage et le meurtre, étaient des institutions établies. Progressivement, le champ des choses moralement interdites s'est élargi jusqu'à ce que les formes les plus basses d'erreurs et de crimes soient déclarées illégales. Pourtant, durant la plus grande partie de la période historique, les institutions et idées fondamentales ont été permises et sont en grande partie responsables de l'état actuel du monde. 2. Némésis dans l'évolution. L'homme primitif était si proche de l'animal que ses actions étaient principalement inspirées par les instincts de peur, de désir et de préservation de soi. Ainsi, lorsqu'il atteint l'agrégation de la tribu, sa société est communiste, pour les mêmes raisons qui le maintenaient individualiste dans une phase encore plus primitive. Mais avec l'avènement de la vie sédentaire, il est inévitable qu'il passe du communisme à la propriété privée. Ainsi, d'un coup, il fonde les débuts du progrès et de la civilisation et de la plupart des problèmes qui affligent le monde aujourd'hui. À partir de la restriction de la propriété aux décorations personnelles, aux esclaves et aux femmes, l'homme a étendu son champ à toutes les formes de richesse, sauf l'air et la mer. Les premiers dirigeants des communautés sédentaires, bien que souvent des guerriers, étaient principalement des hommes de grande richesse. Ainsi furent fondées des aristocraties, des oligarchies, des hiérarchies, des autocraties et des dynasties, perpétuant des castes et des nationalités. Les dirigeants n'étant anciens et médiévaux étaient la classe des propriétaires terriens. L'histoire des États est leur histoire, celle des conflits entre des hommes de pouvoir, avec le peuple commun en tant que pion, sur un échiquier, mais à peine considéré pour lui-même. Ainsi, chaque période historique a été caractérisée par une forme ou une autre d'esclavage, de servage, de militarisme, de nationalisme et d'impérialisme. Les États n'étaient que la force incarnée, utilisée par la classe dirigeante comme moteur pour l'exécution de ses ambitions ou de ses desseins. C'est parce que cette idée a été perpétuée dans des États autocratiques comme l'Allemagne et dans le système capitaliste du monde que la guerre actuelle est restée possible, alors que d'autres injustices de l'histoire avaient été suffisamment qualifiées pour donner espoir que nous avions vu la dernière grande guerre. Pour rendre les guerres impossibles, nous n'avions pas besoin d'attendre un monde parfait, mais nous devons au moins avoir au sein de toutes les nations les plus puissantes une stabilité sociale basée sur un contentement intérieur et une compréhension de la fraternité humaine. Même si nous abolissons l'autocratie et l'ambition dynastique,
Les autres némésis de l'histoire entraîneraient inévitablement des malentendus et des conflits internationaux. Car quelle est l'histoire du XIXe siècle? C'est l'âge de l'industrialisme, de la concurrence impitoyable, modifiée mais peu par des réformes sociales, et chaque année plus forte avec son emprise sur les hommes et leurs conditions de vie. Ceux qui se déclarent encore pour le laisser-faire, et ils sont nombreux, prennent sur eux une terrible responsabilité. La concurrence illimitée du XIXe siècle et le monopolisme commercial du XXe ont produit des conditions de vie et de travail dans les usines, les villes, les villages totalement dégradantes et cruelles pour la vaste majorité des travailleurs. Cela a entraîné non seulement la misère, mais aussi l'ignorance des masses. Cela a encouragé des notions perverties des fonctions de l'État, la division et l'hostilité entre les classes, la domination de la vie de la majorité par le nombre comparatif de ceux qui sont corrompus par la richesse excédentaire et le luxe. Les pouvoirs de la science et de l'organisation sont ainsi principalement consacrés à la création d'une forme d'industrialisme dans laquelle le travailleur moyen souffre d'un risque de famine bien plus grand que le laboureur du village au Moyen Âge. Son niveau de vie est bien plus élevé, mais ses chances de le maintenir sont bien moindres. La solution n'est pas de regretter un prétendu âge d'or caractérisé par des désagréments qui, pour le travailleur australien, serait une misère totale, mais plutôt d'appliquer consciemment tous les pouvoirs de notre organisation et la force de notre idéalisme social pour élever l'ensemble du niveau de civilisation et garantir qu'aucun citoyen indigne ne soit en danger de tomber en dessous de ce niveau. Notre espoir réside dans l'augmentation remarquable des tendances à l'unité et à la paix, longtemps à l'œuvre dans la société. Il y a une tendresse croissante manifestée partout dans les soins apportés aux femmes et aux enfants, la diminution des préjugés sociaux et de l'intolérance, une plus grande volonté d'instaurer des conditions justes pour tous les êtres humains. Tous ces mouvements seront examinés plus tard. À l'heure actuelle, cependant, nous devons garder à l'esprit principalement les dangers d'une reconstruction juste qui sont incarnés dans nos institutions défaillantes, nos traditions erronées, notre négligence de l'éducation et la nature humaine égoïste. Chapitre 2: Nationalisme et impérialisme. Liberté nationale et politique impériale. Sur aucune question les Alliés n'ont été plus complètement unis que celle des droits des nationalités. Dans la violation de la neutralité belge et le traitement atroce infligé à ce malheureux pays, l'Allemagne a audacieusement défié le monde à un concours entre le droit de nationalité et le pouvoir de domination mondiale. Aux yeux de la plupart des gens, le concours était clairement celui entre la liberté nationale et l'impérialisme économique. D'un autre côté, il ne fait aucun doute que le nationalisme et l'impérialisme ont beaucoup en commun et sont en grande partie responsables de la continuité de conditions aussi malheureuses qui ont rendu la guerre possible. Le nationalisme est une étape essentielle dans la croissance de la liberté humaine, mais il a une fatalité à devenir une forteresse de réaction et une justification pour une politique d'agression impérialiste. Au cours des 2 derniers siècles, l'idée nationale a été le plus grand facteur dans le développement de l'Europe. Nous n'avons pas besoin de nous préoccuper ici de la question plus ou moins académique de la nature de la nationalité. État, nation, race sont des termes difficiles à définir. Mais il suffit de savoir que l'esprit du nationalisme est une force unissant une grande agrégation d'individus dans un désir d'autogouvernement et de développement de leur propre vie sociale, culture, institutions et commerce. La force énorme de cette idée se voit dans l'histoire moderne de la Pologne, de l'Allemagne, de l'Italie, de la Norvège, de la Belgique, de la Suisse, des États des Balkans et de l'Irlande. Il est presque vrai de dire que la récolte accumulée de problèmes pour lesquels la Grande Guerre a été livrée est pratiquement toute traçable au violent ravissement des libertés nationales par des agresseurs impérialistes au cours des 2 derniers siècles. Le Congrès de Vienne en 1814, après avoir semblé promettre la fédération de l'Europe, fut après Napoléon, fut le triomphe de l'impérialisme, piétinant sans pitié l'idée de liberté nationale. Le renversement de Napoléon fut largement dû à l'esprit intense de nationalisme suscité par sa propre oppression des nations qu'il a conquises. Mais les grandes puissances qui se sont réunies pour redessiner la carte de l'Europe se sont révélées pratiquement aussi attachées à l'impérialisme que le grand conquérant. L'Allemagne et l'Italie ont été renvoyées au XVIIIe siècle, leurs espoirs nationaux en plein essor ont été presque anéantis. La Belgique a été unie à contre-cœur à la Hollande et la Norvège à la Suède. La Pologne est restée partitionnée, la Suisse a perdu sa constitution démocratique. Bien qu'il soit raisonnable d'accepter que le triomphe de la démocratie dans la Grande Guerre rendra impossible toute réaction impérialiste de l'ancienne nature, nous sommes encore confrontés aux influences dangereuses d'un nationalisme étroit et d'un impérialisme économique.
La liberté nationale ne peut être justifiée, et en effet exprimée, que par la foi et la pratique de l'internationalisme. Lord Acton et de nombreux autres historiens célèbres ont déploré les effets désastreux d'un nationalisme intense sur l'histoire du monde. Une nationalité réprimée cherchant la liberté est un danger constant pour l'humanité. Encore plus dangereux est un peuple poursuivant consciemment une politique d'agrandissement national, prêt à sacrifier toutes les autres nations pour l'accomplissement de ses fins. Un nationalisme légitime, cherchant à amener son propre pays à apporter sa pleine contribution au progrès du monde, est noblement exprimé par Mazzini dans Les Devoirs de l'homme. Oui, petite parenthèse, je pense qu'il parle de Mazzini, Giuseppe, qui avait écrit une lettre à Albert Pike. Je continue. Ô mes frères, aimez votre pays et notre maison, la maison que Dieu nous a donnée, plaçant en elle une nombreuse famille qui nous aime et que nous aimons. Une famille avec laquelle nous sympathisons plus facilement et que nous comprenons plus rapidement que nous ne le faisons avec les autres, et qui, par le fait d'être centrée autour d'un lieu donné et de la nature homogène de ses éléments, est adaptée à une forme spéciale d'activité. En travaillant pour notre propre pays selon le bon principe, nous travaillons pour l'humanité. L'humanité est une vaste armée avançant à la conquête de terres inconnues, contre des ennemis à la fois puissants et astucieux. Les peuples sont les différents corps, les divisions de cette armée. Chacun d'eux a son poste qui lui est assigné et son opération spéciale à exécuter. Et la victoire commune dépend de l'exactitude avec laquelle ces opérations distinctes seront remplies. Ne perturbez pas l'ordre de bataille. Ne renoncez pas à la bannière que Dieu vous a donnée. Dites non pas je, mais nous. Que chacun d'entre vous s'efforce d'incarner son pays en lui-même. Que chacun d'entre vous se considère comme un garant responsable devant ses compatriotes et apprenne à gouverner ses actions de manière à faire aimer et respecter son pays à travers lui. Votre pays est le signe de la mission que Dieu vous a donnée à accomplir envers l'humanité. Les facultés et les forces de tous ses fils devraient être associées à l'accomplissement de cette mission. Ne nie jamais tes nations sœurs. Que ce soit à toi d'élever la vie de ton pays dans la beauté et la force, libre de toute peur servile ou doute sceptique, maintenant comme base le peuple, comme guide les conséquences des principes de sa foi religieuse, appliqués logiquement et énergiquement, sa force, la force unie de tous, son but, l'accomplissement de la mission qui lui a été donnée par Dieu. Et tant que tu es prêt à mourir pour l'humanité, la vie de ton pays sera immortelle. Si l'esprit national des peuples européens avait été ainsi en harmonie avec l'idéal plus large de l'humanité, les libertés nationales n'auraient été que l'expression, dans des limites pratiques, du même esprit qui cherche à construire une société des nations. Il est futile de déclamer contre le nationalisme alors que les âmes de tant de peuples errent à la recherche des corps dont elles ont été arrachées. L'esprit national est hostile à la paix lorsqu'une nation se sent injustement divisée ou asservie ou privée de l'opportunité de développer ses modes de vie caractéristiques. Dans de telles circonstances, il déclare inévitablement la guerre contre le statu quo et sera une source d'agitation tant qu'il n'aura pas obtenu unité et liberté. Dans l'exaltation de cet accomplissement, comme nous l'avons vu, une nation après l'autre a été tentée d'aspirer à la domination sur ses voisines et a ainsi continué d'être un danger pour la paix, même après que ses aspirations légitimes aient été satisfaites. Le véritable danger du nationalisme est sa tendance à se développer en chauvinisme ou en impérialisme agressif. Ce n'était pas un besoin national véritable qui a poussé l'Allemagne et ses alliés à conspirer contre les libertés d'autres nations. Bien qu'aucune des grandes puissances ne puisse être acquittée de l'accusation d'impérialisme, il y a indiscutablement une échelle de culpabilité. L'impérialisme qui provoque délibérément la guerre et piétine sans pitié les nations plus faibles ne peut certainement pas être attribué à la Grande-Bretagne. Les relations internationales ont longtemps été basées sur des idées qui justifient aux nations de saisir des avantages au détriment des autres. Mais il y a toute la différence du monde entre la poursuite éhontée et impitoyable d'un avantage national, dont l'histoire condamnera l'Allemagne, et la politique britannique d'exploitation des ressources des régions non développées de la Terre avec une juste considération pour les droits des races inférieures et la porte ouverte à toutes les nations. Néanmoins, nous sommes trop enclins à oublier que... Alors, est-ce que vous avez relevé quand même le paradoxe, hein? L'auteur se contredit. Il dit il y a quand même une différence entre l'Allemagne qui nanana et nous qui développons juste des régions non développées et qui sommes juste avec les races inférieures. Fin de la parenthèse.
Néanmoins, donc, nous sommes trop enclins à oublier que nous avons nous-mêmes une politique d'impérialisme économique et que d'autres nations nous condamnent comme un peuple égoïste, commercial et impérialiste. Nous devrions bien garder cela à l'esprit lorsque nous jouons notre rôle dans l'établissement de la Société des Nations. Ramsey Muir, Nationalism and Internationalism, page 196. L'esprit du commercialisme a conduit à de nombreuses guerres provoquées par le désir d'accéder à ou de contrôler des marchés particuliers. Ce motif a été présent dans de nombreuses guerres que nous avons menées. Cela a peut-être été le motif prédominant chez nous, plus souvent que chez tout autre peuple. Depuis le moment où nous avons combattu pour renverser le monopole espagnol de l'Ouest tropical, jusqu'au moment où nous avons mené 2 guerres avec la Chine pour ouvrir les portes de ce vaste marché. Et il est impossible pour tout Anglais de nier que la guerre peut apporter de grands avantages commerciaux. Surtout le type de guerre qui conduit à l'ouverture de zones non développées ou qui amène des peuples arriérés en contact avec une civilisation plus avancée, et qui cause une augmentation à la fois de leurs besoins et de leur pouvoir de production. Ou alors, petite parenthèse, des zones avec des terres qui contiennent des minéraux, hein. Suivez mon regard. Fin de la parenthèse. Il est d'une grande nécessité de garder à l'esprit les différents types et qualités d'impérialisme, ce qui peut être encore souligné en rappelant les politiques des empires comme la Russie, l'Autriche et la Turquie. Personne qui examine l'histoire avec le désir d'évaluer justement les vertus et les vices des politiques des grandes puissances ne peut parler du nationalisme britannique dans le même souffle que des politiques tyranniques et sans scrupules de ces empires des âges sombres. D'autre part, il semblerait réactionnaire de rejeter l'idée du grand empire dans la reconstruction politique du monde. La plupart de l'humanité est désormais sujette à des empires plus grands que celui de Rome. Il sera sûrement plus facile de construire la société des nations sur de vastes agrégations de peuples que sur une multiplicité de petits États. Même le conglomérat de l'Empire austro-hongrois ferait probablement mieux en tant que fédération politique qu'en tant que série de petits États autonomes qui perpétueraient les différences linguistiques, culturelles, raciales et économiques qui ont contribué si fatidiquement aux causes des guerres européennes. Le cri de autodétermination a tendance à devenir une obsession qui divisera davantage le monde face au besoin pressant d'effacer des frontières inutiles et dangereuses. Pour cette raison, il me semble que la reconnaissance de l'indépendance de la nation tchécoslovaque par les Alliés, bien que justifiable par l'opportunité, représente politiquement une tendance réactionnaire vers des divisions nationales irréelles. 2. Impérialisme et race soumise. Il y a peu de meilleurs tests de progrès dans le gouvernement que la manière dont les peuples occidentaux gouvernent les races soumises. L'homme civilisé a progressivement acquis la maîtrise de son environnement, de sorte qu'il peut déterminer les conditions de son propre bien-être physique et ses relations avec les hommes dans d'autres terres. L'arrivée des machines et les explorations qui ont relié l'Europe à l'Orient ancien et au Nouveau Monde de l'Ouest ont conduit à un échange de races qui a donné à la civilisation occidentale un pouvoir prépondérant sur l'humanité. Comment les nations ont-elles utilisé ce pouvoir? Malheureusement, nous devons répondre entièrement pour leurs propres désirs égoïstes. L'Angleterre et les Pays-Bas, ainsi que les monarchies latines, ont traité les indigènes d'Afrique comme des biens sans droit et comme des instruments pour leurs propres fins, et ont ravivé l'esclavage sous une forme et à une échelle plus cruelle que toutes celles pratiquées par les anciens. L'emploi d'esclaves sur leur propre sol a conduit à la ruine permanente du Portugal. Le commerce des esclaves avec l'Amérique était une source importante de richesse pour l'Angleterre, et le philosophe John Locke n'a pas hésité à y investir. Il n'y a aucune race européenne qui puisse se permettre de se souvenir de son premier contact avec les peuples soumis autrement qu'avec honte, et les tentatives d'évaluer leur degré relatif de culpabilité sont aussi vaines qu'elles sont odieuses. La question d'une réelle importance est de savoir dans quelle mesure ces différents États ont été capables de se purifier du poison et de s'élever à une réalisation plus élevée de leurs devoirs envers leur race, qu'ils étaient appelés à protéger par les exigences de leur propre civilisation supérieure. Le sort de cette civilisation elle-même dépendait de l'issue. Nous avons parcouru un long chemin depuis lors, mais nous avons encore plus de chemin à faire. La fraude et la malhonnêteté de notre système commercial s'imposent en grande partie aux peuples inférieurs. Par exemple, d'immenses quantités de tissus de calicot vendus à des nations semi-sauvages sont si maltraités avec de la pâte ou de la taille qu'elles deviennent sans valeur une fois lavées. D'innombrables exemples de fraudes similaires pourraient être donnés. Les usines en Inde présentent également des conditions qui sont une profonde honte pour nous tous. Nous devons reconnaître, si nous sommes honnêtes, la rapacité, la cruauté
et la stupidité des sujets et des agents des puissances partitionnantes dans leurs relations avec les indigènes. L'impunité dont ces agents pouvaient jouir, le soutien qui leur était accordé par leur gouvernement et la réticence de toute puissance à intervenir ou à faire des remontrances. Les mêmes auteurs suggèrent que la Société des Nations devrait garantir les libertés des peuples primitifs sous la domination européenne en adoptant les garanties suivantes. 1. Protection des droits fonciers des indigènes et réserves suffisantes pour les indigènes. 2. Interdiction du travail forcé, sauf pour des services locaux définis et approuvés. 3. Restriction du travail contractuel. 4. Séparation complète de l'administration de l'exploitation. 5. Maintien et respect de l'autorité, de la loi et des coutumes tribales autant que possible. 6. Exclusion des boissons alcoolisées. Comme la plupart des autres autorités, il s'oppose à tout condominium ou autorité conjointe exercée par deux ou plusieurs puissances. Il semblerait plus pratique que la Société des Nations désigne des puissances particulières pour administrer en fiducie des territoires spécifiés sous la supervision d'un conseil pour les peuples primitifs élu par la société. Les ressources de ces territoires sont l'héritage de toute l'humanité et devraient être développées et contrôlées pour le bien général. Le gouvernement pour le bien des gouvernés est la seule politique légitime et morale. Aider les faibles avec notre force et devenir suffisamment forts pour s'aider eux-mêmes. Nous devons être les guides, les philosophes et les amis de tous ces peuples qui luttent faiblement pour franchir le seuil d'une civilisation plus radieuse. Il est trop tard maintenant pour demander pourquoi nous avons possédé tant de terres étrangères. Le laisser-faire n'offre aucune solution. La nécessité d'une intervention européenne humaine est désormais claire et sans aucun doute. Chaque solution alternative échoue dans la pratique. Se tenir à l'écart et ne rien faire sous prétexte que chaque peuple doit être libre de gérer ses propres affaires et que l'intervention est mauvaise, c'est répéter l'erreur tragique de l'école de Manchester dans le monde économique, qui protestait contre toute intervention de l'État pour protéger les travailleurs, de l'oppression et de la rapacité des employeurs au motif qu'il s'agissait d'une ingérence injustifiée dans la liberté du sujet et la liberté du commerce et de la concurrence. Empêcher les aventuriers d'entrer sur le territoire est impossible, à moins qu'il y ait une autorité civilisée en son sein pour les arrêter par l'intermédiaire de sa police. Fermer un peuple arriéré à tout contact avec le monde extérieur par une sorte de blocus n'est pas seulement impraticable, mais c'est artificiellement leur refuser les chances d'éducation et de progrès. L'établissement d'un véritable gouvernement par un peuple assez fort et assez libéral pour garantir la liberté sous la loi et la justice pour tous est la seule solution. Ils doivent entreprendre ce devoir, non pas par fierté de domination, ou parce qu'ils souhaitent exploiter leurs ressources, mais afin de les protéger à la fois de l'oppression et de la corruption, par des lois strictes et une organisation et une administration rigoureuse qui liera l'étranger tout comme le natif. Et ensuite, ils doivent progressivement développer, par l'éducation et l'exemple, la capacité chez les natifs à gérer leurs propres affaires. Chapitre 3. La pathologie de la démocratie. Progrès dans le gouvernement. Peu de gens doutent qu'un progrès merveilleux ait été réalisé dans ce domaine. La démocratie est considérée comme le dernier mot en matière de gouvernement. Mais même son histoire brève a exposé des défauts fondamentaux. La démocratie a sa propre pathologie particulière et nous avons tout à gagner en diagnostiquant ces maladies. Certes, nous avons progressé dans l'organisation du gouvernement et dans une meilleure reconnaissance de la contribution de chaque citoyen au bien de l'État, mais nous ne nous demandons que rarement quel type d'État nous devrions être citoyens ou si l'unité sociale que nous visons a la plus haute valeur morale. On suppose généralement qu'après cette guerre, il y aura une immense augmentation du gouvernement démocratique, en particulier dans les pays jusqu'alors autocratiques. Il y aura sans aucun doute un immense gain résultant de l'abolition de certaines des pires formes d'oppression et d'ambition égoïste. Mais nous ne devons pas supposer que parce qu'un peuple obtient l'autogouvernement, ou la capacité à se gouverner soi-même, il ne se trompera pas. Plus il y a de facilité pour que la volonté du peuple s'exprime, plus elle sera clairement exposée dans la législation et l'action collective. Mais il n'est en aucun cas impossible que sa volonté et son action puissent devenir complètement perverties. Au mieux, le peuple est un cheval noir. Les partisans actuels de l'action de masse peuvent à peine réaliser le monstre qu'ils invoquent. Nous entendons beaucoup parler de sagesse collective et de moralité collective, mais il est notoire que les foules sont beaucoup moins sages et beaucoup moins morales que les individus. La psychologie de la démocratie est toujours sujette à dégénérer en celle de la foule. Alors, petite parenthèse,
Lesquels d'entre vous ont déjà lu, est-ce que c'est Psychologie des foules ou des masses de Gustave Le Bon? Est-ce que vous pouvez, dans les commentaires, nous apporter votre éclairage, si c'est le cas, parce que je ne l'ai pas encore lu, mais il me semble qu'il y a un rapport direct à faire, bien évidemment. Pour réussir à influencer une foule, il suffit de comprendre la nature de leurs passions et de leurs préjugés. La démocratie est encore jeune et en développement. Il n'existe pas de forme finale et absolue de machinerie démocratique. Tant que les peuples varient en tempérament, tradition, expérience, situation géographique et éducation, les formes dans lesquelles la démocratie exprime ses institutions et exerce ses fonctions doivent également varier. Le grand problème du gouvernement démocratique est d'établir des garanties adéquates sans sacrifier l'efficacité. Une longue expérience a montré que les législatures et les exécutifs n'interprètent pas et n'exécutent pas la volonté du peuple avec suffisamment de rapidité et de sincérité. Le peuple est parfaitement justifié dans sa méfiance et sa suspicion. Les garanties croissantes doivent donc être considérées comme essentielles. Même une augmentation excessive de l'utilisation du référendum, de l'initiative et du rappel, ainsi que l'adoption de cabinets élus, pourrait, dans de nombreuses situations, être la seule alternative à une trahison supplémentaire de la confiance du peuple. D'autre part, toutes les communautés doivent veiller à donner suffisamment de place à la personnalité et à l'initiative des législateurs et des ministres pour s'assurer que les meilleurs hommes chercheront à être élus. En résumé, chaque peuple doit à tout moment exercer une nuance délicate entre garantie et liberté. Tout en protégeant l'intérêt populaire, ils doivent faire confiance à leurs législateurs dans une mesure qui leur donnera une incitation à développer leurs meilleures capacités. Une expérience croissante résoudra seule ces problèmes mécaniques et en même temps développera cet esprit de communauté dans la citoyenneté et cette dévotion civique chez les dirigeants qui, en combinaison, peuvent être seuls fiables pour donner pleinement effet à la volonté d'un peuple éclairé. Parlement et politiciens. Les conditions dans lesquelles les élections sont menées encouragent, dans l'ensemble, un type de politicien plutôt inférieur. Oui. Cela est presque entièrement dû à l'intelligence et à l'éducation défectueuse de la démocratie. Rien n'est plus déprimant que d'entendre des sentiments et des opinions acclamés bruyamment que l'on sait être totalement immoraux et dégradants. La plupart des discours publics sont d'un ordre lamentablement pauvre, donnant rarement l'évidence d'un esprit informé et d'un étudiant assidu des affaires. La démocratie est facilement trompée. Le niveau de ces politiciens reflète largement l'état de sa propre conscience. Alors, petite parenthèse, l'auteur disait ça en 1919. On est plus de 100 ans après. Je vous laisse imaginer ce qu'il dirait aujourd'hui. Bien que les institutions parlementaires nous protègent principalement des pires effets de la règle de la foule, elles nous engagent également dans des limitations de progrès imposées par le manque de connaissances et d'esprit civique dans les masses. Ce n'est en aucun cas la faute de la masse. C'est ça que je n'arrête pas de dire dans mes vidéos. Certains, je fais une parenthèse là, certains blâment toujours la masse de moutons, etc. Ça n'est pas entièrement sa faute. Cette masse, elle est programmée, mal dirigée, mal... voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une part de responsabilité, mais quand le niveau de conscience est bas, il faut des bons dirigeants. Quand ce n'est pas le cas, ce n'est pas la faute de la masse. Voilà, point. Je continue. Ce sont les résidus de la débauche historique de la nature humaine à travers des siècles d'oppression. De même, il faudra des siècles pour faire évoluer la surrace, qui seule pourra faire de la démocratie le glorieux succès qu'elle mérite d'être. Donc surrace, race supérieure, enfin selon l'auteur. Mais ne nous laissons pas tromper quant au fait que nous sommes encore dans les jours de caverne de la démocratie. La condamnation généralisée des politiciens actuellement en cours en Australie est autant le reflet du jugement populaire qu'une critique de nos dirigeants élus. Pourtant, nous avons de bonnes raisons d'être insatisfaits de la majorité de nos politiciens. Mis à part les caractères personnels avec lesquels ils entrent au Parlement, l'atmosphère conservatrice de cette institution influence grandement leurs esprits. Reconnaissant les immenses difficultés sur le chemin du progrès pratique, le politicien a tendance à devenir inactif et apathique. La base, étant déconnectée des difficultés pratiques, devient impatiente et critique. La tendance inévitable du système de parti est de rendre les affaires publiques tellement une farce que le politicien se sent légitime à les traiter comme un jeu ou une fausse compétition exhibée au public, tandis que les véritables affaires se déroulent dans les coulisses. On soutient souvent que le gouvernement parlementaire est beaucoup plus pur qu'il ne l'était dans le passé.
Les crudités de la corruption ancienne ont certainement disparu. Il n'y a plus de vente de circonscriptions pourries, plus de corruption ouverte ou d'achat de nominations. Mais la corruption est encore indéniablement répandue, bien qu'elle prenne des formes plus subtiles et à un degré difficile à déterminer. L'attente de récompenses et toutes les formes de patronage gouvernemental sont encore certainement le principal soutien du système de partis. Il y a aussi beaucoup de corruption dans la gestion des élections et des sélections. Il est notoire qu'un pourcentage négligeable d'électeurs participe activement à la sélection des candidats de partis. Cela conduit à une quantité énorme de petits trafics, corrompant les candidats dès le départ et trompant les électeurs. Il n'est pas étonnant que dans de telles conditions, les candidats soient souvent d'un matériel si pauvre. La plupart des discours électoraux sont d'un niveau lamentablement bas, mais la foule semble apparemment tout à fait satisfaite de ces débats. L'homme pratique et sévère demandera probablement quelle est la relation de tout cela avec les problèmes d'après-guerre. En fait, c'est le problème le plus sérieux de tous. Bien que je m'adresse aux questions matérielles de commerce, de finance et d'industrie, je soutiens très fermement que le problème fondamental est de savoir comment changer l'attitude d'esprit et le caractère des masses. C'est parce que nous avons accordé si peu d'attention à cet aspect de notre développement social que nos tentatives de solution ont été si partielles et insatisfaisantes. Si nous avions le bon sens pratique de consacrer une somme adéquate à l'éducation des gens sur des sujets d'intérêt public, la solution de nos problèmes matériels viendrait comme une évidence. Mais nous sommes tellement avides d'un retour immédiat sur nos investissements nationaux que nous ne réalisons pas combien nous avons gaspillé sur le toit tout en laissant les fondations instables. 3. Règne des amateurs. Un défaut fondamental de la démocratie est qu'elle choisit ses dirigeants selon des critères éloignés des formes particulières d'excellence requises pour un gouvernement parfait. Petite parenthèse, des banquiers ou des choses comme ça. L'homme astucieux qui fait appel avec succès aux préjugés populaires, ou le sportif, ou le riche extravagant, ou le pote, est bien plus susceptible d'être élu que l'homme de pensée et d'action bien formé. Il y a une tendance croissante à discréditer même l'éducation et l'expérience spécialisée, en partie parce que l'acquisition d'un peu de connaissances a rendu l'atteinte d'une éducation élevée moins remarquable, mais surtout en raison du culte croissant de la simple égalité. Dans l'esprit populaire, il y a ce que l'on peut appeler une disposition à croire, non seulement qu'un homme est aussi bon qu'un autre, mais qu'il sait autant sur n'importe quelle question d'intérêt général. Le commerce moderne exige plus que jamais des compétences spécialisées. Pourtant, les affaires politiques les plus importantes de toutes sont entre les mains d'amateurs, souvent totalement ignorants des affaires de leur département. Les politiciens sous les anciens rois anglais étaient très bien formés. Pourtant, l'administration beaucoup plus technique de notre époque est confiée à des hommes absolument pas formés, voire incompétents. Encore plus amateur est l'électeur, dont la participation active à la politique est limitée aux crises appelées élections. Aristote excluait même les artisans et les agriculteurs de la citoyenneté parce que leur occupation les privait de loisirs et d'opportunités pour la réflexion et l'action politique. Aujourd'hui, nous sommes gouvernés par ces mêmes artisans et agriculteurs, les plus simples amateurs en politique. La justification d'un tel règne est bien sûr qu'il est exercé présumément, principalement à travers une aristocratie élue appelée Parlement. C'est le seul moyen adéquat contre l'oppression. 3. Le bon sens général et la bienveillance se sont trouvés dans l'histoire bien préférables à la richesse et à la culture en tant que protecteurs et dirigeants de l'humanité. Les aristocrates ont été testés et jugés insuffisants. Les plutocrates sont encore pires et les démocrates sont encore en jugement, sont encore en observation. La démocratie telle qu'elle est actuellement constituée n'en est qu'au premier stade de son évolution. Nous devons souffrir de l'ignorance de la masse parce que nous ne pouvons pas faire confiance à l'intellect de quelques-uns. Par là, nous perdons quelque chose, mais nous gagnons plus. L'erreur des plus nombreux de la masse consiste à revendiquer un degré d'excellence qui n'est pas le leur. Nous devons reconnaître qu'en renonçant à la règle par une véritable aristocratie, nous renonçons à quelque chose en termes d'efficacité, peut-être même en termes de moralité. Il est futile d'attendre de la conscience de la masse, d'une démocratie non éduquée, ni une vision profonde, ni une prévoyance aiguë. Le concours est toujours entre garantie et efficacité politique. À ce stade de la civilisation, nous ne pouvons pas atteindre les deux. En fait, nous ne pouvons pas espérer qu'ils se produisent ensemble jusqu'à ce que nous ayons une démocratie complètement cultivée, développée sur le plan eugénique, vivant dans un système social juste. On ne peut voir aucun grand gain dans l'intelligence humaine net durant la période historique. Nous avons progressé par la diffusion d'idées plutôt que par une élévation de l'intellect.
Nous rions des superstitions de nos ancêtres tout en divertissant des idées qui, compte tenu de nos connaissances améliorées, sont tout aussi ridicules et illogiques. Nous avons cessé de brûler des sorcières, mais nous persécutons les hétérodoxes avec la même intensité. Certaines modes modernes sont moins rationnelles que le vêtement d'un sauvage. Il n'y a pas de voie royale vers le salut. De simples dispositifs politiques, comme la représentation proportionnelle, le référendum, les cabinets élus et autres, sont des garanties, mais à peine des éducateurs politiques. Chaque influence, cependant, qui purifie notre vie sociale et politique, augmentera le succès du gouvernement parlementaire. Une pensée politique claire et un esprit de service public dévoué sont des éléments essentiels pour réaliser la pleine stature de la démocratie. La corruption et l'égoïsme, la démagogie et l'ignorance ne sont chassés que par la lumière éclatante de la connaissance et de l'idéalisme. Dans la démocratie de l'avenir, nous verrons l'esprit d'un peuple libre exerçant ses hautes fonctions avec la fière conscience que devoir et droit sont synonymes dans l'âme du véritable démocrate. Il réalise ses devoirs dans l'ardente dévotion à la société, il trouve ses droits dans une contribution égale au progrès social de ses concitoyens. Voilà, ça sera la fin de la première partie de cette lecture. Peut-être que nous continuerons sur le chapitre 4, propriété privée, service social, la distribution de la richesse, si vous le souhaitez, et vous me dites. Quant à l'ouvrage qui fait au total 325 pages, vous pouvez le trouver dans le lien en description ou le QR code. Désolé d'utiliser ça, mais comme la plateforme m'interdit de mettre des liens, et ben voilà, c'est le seul moyen pour retrouver l'ouvrage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.